Force de la nature, on se retrouve pour l'épisode 2 de la saison 2 et aujourd'hui on va parler de tout ce que tu crois être valable pour perdre du ventre et qui est complètement à côté de la plaque, complètement erroné. On va parler des idées reçues, des croyances qui font que tu bloques et que si tu as écouté le premier épisode, tu seras peut-être réticent à appliquer les solutions qu'on a données. Donc, je vais commencer par il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup, il y en a quand même un certain nombre, moi j'en ai listé, 6. Je vais commencer par te les donner parce que je suis sûr, qu'au moins 2, 3, peut-être même 4 d'entre elles te concernent. Première croyance qu'on va débunker aujourd'hui, les séries longues, ça fait sécher. Ça, c'est un discours qu'il y a beaucoup chez les hommes et le cardio, ça affine. Ça, c'est beaucoup un discours qu'il y a chez les femmes. On va voir, il y a beaucoup de faux là-dedans. La perte de gras localisée, un gros mythe qui n'existe pas, c'est aucun fondement physiologique, on va débunker ça aujourd'hui aussi. Hem, Si je ne vois pas mes abdos, c'est qu'ils ne sont pas développés. Pas du tout. Si je mange plus ou bien si je mange plus calorique, je vais reprendre du poids, du coup, c'est hors de question et ça, on en a parlé dans le premier épisode. C'est la raison pour laquelle tu bloques après un début de sèche qui a fonctionné. L'idée qu'il y a des bons et des mauvais aliments, ça, c'est complètement faux et c'est ce qui explose ta nutrition parce que tu rentres dans des interdits et des obligations. Et dernier que je m'étais mis en note, en tout cas, dont on va parler aujourd'hui, parce que ça fait déjà beaucoup. Le mythe de la nutrition scientifique qui amène quelque part une nutrition au mérite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ah bah, je dois manger ça et je dois me supplémenter comme ça et bah, vu que c'est dur, allez, je vais compenser avec un cheat meal de temps en temps et pareil, ça, c'est une stratégie qui flingue complètement ta sèche et le fait qu'au final, il y ait des résultats ou pas sur ton ventre. Olivier, après avoir fait la liste de ce qu'on va se faire comme plat de résistance aujourd'hui dans cet épisode, je te laisse la parole sur toi, quels sont ceux qui te paraissent être les plus délétères? Quels sont ceux que tu attaques le plus rapidement, quand un client vient te voir pour que, il puisse y avoir du déblocage et du résultat dans les premiers jours et les premières semaines du coaching? Là, typiquement, j'ai un client et je pense que c'est quelque chose dans lequel beaucoup de gens vont se retrouver. C'est, je lui ai dit, on arrête de regarder le poids. On se concentre plus là-dessus. Parce que, en fait, il est constamment focalisé sur tous les mécanismes de compensation pour atteindre son objectif. Et il s'en rend pas compte. Et en fait, je lui ai dit, ce que, ce que tu as, c'est presque un TCA, tu vois. Trouble du comportement alimentaire. Et il m'a dit non, c'est pas un TCA parce que je suis pas psychorigide sur ce que je mange, etc., etc. Je lui ai dit oui, oui, ok, ok. Mais force est de constater que si tu fais une journée à 4000 cales, le lendemain tu vas faire une journée à 800 cales. Ouais, mais j'équilibre, etc. Tu vois, j'ai fait des écarts. Je fais ouais, mais c'est ce truc que tu entretiens constamment lié à la bouffe de si je profite, je suis obligé de me limiter. Tu vois. Moi, je lui ai dit naturellement, je mange entre 3000 et 4000 calories tous les jours, que je fasse un cheat meal ou pas, tu vois. Et quand je fais des cheat meals, ça peut m'arriver à monter un petit peu plus de 4000, 4500 cales, mais ça va être hyper occasionnel. Une fois, deux fois tous les mois peut-être, tu vois. Ouais. C'est hyper occasionnel et le reste du temps, je suis toujours dans mes calories et pourtant, je suis pas toujours super psychorigide sur ce que je bouffe, tu vois. Et en fait, pourquoi? Parce que j'ai habitué mon organisme, j'ai habitué mon corps à avoir de l'énergie et à dépenser cette énergie. Et donc, il se régule tout seul derrière, tu vois. Tu fais ça sur suffisamment d'années et t'as pas ce truc de dire, ah, j'ai mangé trop de calories, demain, faut que j'en mange moins, tu vois. Non, j'ai mangé mes calories et demain, je vais en manger autant, tu vois. Et t'as pas ce truc de compensation dans ton cerveau. Et en fait, là où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément de mal, je pense, à passer un cap à ce niveau-là, c'est qu'ils se disent, il faut que je perde du poids. Mon objectif, c'est de perdre du poids. Du coup, je vais me mettre à manger moins, mais les moments où je veux pas être frustré, je vais manger plus. Et du coup, je vais compenser à un autre moment. Et en fait, tu rentres dans ce schéma constant de, t'es constamment en train d'essayer de compenser, tu vois. Ouais. Et tu t'en rends pas forcément compte. Ouais, mais aujourd'hui, j'avais pas faim.
J'ai fait un repas. Et le problème, il est là, en fait. Aujourd'hui, tu as fait 500 calories. Ça, c'est un problème, parce que du coup, dans 4, 5, 6 jours, tu vas te dire, ah, c'est bon, je peux profiter, tu vois. Ah, je vais me faire 4000 cales. Et en fait, tu vas te dire que ça vient de toi psychologiquement, c'est un choix, mais c'est pas un choix, c'est ton corps qui parle. C'est ton corps qui a dit, oui, bah là, tu m'as mis 300 calories lundi dernier. Du coup, bah forcément que je vais me mettre 4000 cales aujourd'hui ou 5000 cales, tu vois. Et en plus, c'est des excès souvent où ils sont forts, les excès. Vraiment, t'as 5, 6000 cales, quoi. Je suis en mode, Ouais, 5, 6000 cales. C'est quand la ouais, dernière fois que t'as fait du cardio dans ta vie, tu vois. ouais. Ah, non, je marche un peu, je fais 5 ou 5, 6000 pas par jour et tu bouffes 6000 cales. Il y a pas un problème, tu vois. Et là, je parle d'un aspect psychologique de pourquoi tu as besoin d'autant de calories alors que tu les dépenses pas. Et ça, c'est pas un truc de je suis un gros mangeur, je kiffe la vie, etc. Moi aussi, je suis un mangeur, je kiffe la vie, tu vois. C'est juste que j'ai habitué mon corps à avoir ce dont il a besoin. Donc, c'est Ouais, pour ça qu'il faut vraiment aider le corps et lui montrer que tu as de la bouffe, que tu peux manger, et ce de façon récurrente et de pas créer ces mécanismes de compensation parce que c'est là que les TCA ils arrivent. Et les TCA ils arrivent sur le long terme, tu vois. Et après, pour en sortir, bah, ça devient hyper dur parce que tu as ces trucs hyper ancrés en toi de dès que je fais ça, dès que je mange trop, je dois réduire, ou alors quand je réduis, je dois rattraper. Enfin bref, tu vois, ça crée plein de. Donc tout ça pour dire que avec ce client-là, ce qu'on fait, c'est je lui ai dit on arrête de regarder le poids. On regarde plus, par contre, tu dois manger minimum 2600 calories par jour. ouais, Si tu es à 4000, tu es à 4000, c'est pas grave. Mais je veux pas que tu manges en dessous, je veux pas que tu fasses une seule journée de compensation. Tous les jours, tu dois être à 2600. Après, je vais donner un plan à suivre, tu vois, qui est très simple, qui est très basique, qui peut répéter tous les jours de façon facile. Mais voilà, s'il y a des moments où il est dehors ou quoi, et ben il mange, tu vois, c'est ok. Mais il doit être toujours au minimum à ce total, tu vois. Et ouais. on regarde plus le poids. Parce que si on regarde le poids, en fait, probablement le poids il va un petit peu monter, et puis d'un coup il va tomber, et du coup bah lui il va voir le poids qui monte, ça va tu vois, il va vriller psychologiquement. Et donc je dis on regarde pas, on reprendra peut-être dans un mois et demi, je sais pas quand, mais on arrête en fait. Tu vois, on arrête de regarder ça, et par contre on regarde que est-ce que tu manges tous les jours la même chose, ou en tout cas tous les jours les mêmes, à peu près les mêmes quantités de calories, et comment les écarts se lissent dans le temps. Là où il faisait deux fois un écart à 4500 cales dans la semaine, peut-être qu'il va le faire plus qu'une fois par semaine. Et peut-être qu'après, ce sera, au lieu d'être 4500, ça va être 4000, tu vois. Et après, ce sera peut-être toutes les 2 semaines, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, il aura juste décroché de ce truc de ah, si je mange beaucoup, je dois compenser le lendemain, etc. Non, je peux manger tous les jours la même chose. Et je suis Mm. sûr que si on fait ça, il aura perdu du poids sur la durée. Euh, et du coup, à partir de là, je sais qu'on réattaque une base saine dans l'alimentation de, ok, là, psychologiquement, t'es prêt. T'es prêt. Là, si je te donne une diète, tu vois, si je te dis, tu dois respecter à peu près 2600 calories tous les jours, tu vois, en fait, il va être capable de le faire sans avoir besoin de se faire une journée à 6000 cales toutes les semaines ou de façon très récurrente. Il arrivera à dire non à la petite bière, il arrivera à dire non au petit dessert, tu vois. Ah, Il a plus ce truc de ah, je suis constamment en train de manger des trucs secs qui n'ont pas de goût, ma vie c'est de la merde, tu vois. En gros, ouais. il aura plus ce truc-là. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, ouais, carrément. Moi, ce que je trouve super intéressant, parce que on va dire que l'idée, c'est de donner de la clarté. Moi, dans mon expérience, c'est la clarté qui permet à une personne de se dire: «Ah, en fait, ce que je pensais, la manière dont je voyais la situation, mes croyances, Mm. et cetera, mes perceptions, ah, en fait, elles sont incomplètes ou elles sont altérées à cause de ça». Et la clarté que moi, j'entends dans ce que tu dis là, c'est que pour beaucoup de gens, il y a pas de base saine par rapport à la nutrition, dans la relation à la nutrition, comme tu le disais, et que ça vient en fait d'un mécanisme de compensation constant qu'on pourrait appeler, du contrôle. Et j'ai pas trop envie d'utiliser ce mot-là parce qu'en fait, les gens se disent tellement c'est tellement mal vu le contrôle, c'est tellement péjoratif que les gens se disent: «Mais non», ils rentrent tout de suite dans le déni: «Mais non, moi je suis pas dans le contrôle. Mais non, moi j'ai pas de trouble du comportement alimentaire. Mais non, mais non, mais non». Et du coup, en voulant nier le truc qu'on n'aime pas parce que si on est dedans, ça veut dire que ça va pas et qu'on fait les choses mal et qu'on veut surtout pas faire les choses mal, et cetera. Et ben, en fait, déjà les dés, ils sont pipés dès le départ. Déjà, il y a pas des bonnes bases. Déjà, en fait, avant même d'avoir des aliments devant soi,
ce qu'il y a dans son cerveau, ce qu'il y a dans nos yeux, dans la manière dont on regarde le monde, les aliments, les choses, bah, en fait, il y a déjà des biais qui vont faire que, bah, comme tu le disais, effectivement, moi, j'ai vu ça très souvent. Ah OK, la nutrition, moi, ce que j'appelle la nutrition scientifique, c'est peut-être pas la meilleure appellation, mais OK, si je mange ça, si je mange, par exemple, beaucoup de calories aujourd'hui, oh là, demain, il faut que je mange moins, il faut que je fasse la balance, il faut que je fasse ceci, ceci, cela. Mmh. Et les gens effectivement se rendent pas compte qu'à travers ce mécanisme que j'appelle au mérite, j'ai droit à ci, j'ai pas droit à ça, je peux ci, je peux pas ça. Bah, en fait, les moments, où on va se faire plaisir, ils vont toujours paraître pas assez parce que les moments où on se prive, ils seront toujours trop coûteux Mmh. et du coup, c'est là que c'est inévitable de vouloir, soit se faire plus de cheat meals ou des cheat meals plus gros ou, en fait, de jamais en avoir assez parce que le fonctionnement de base, il est pas bon. Donc forcément, il va toujours y avoir plus de compensation. C'est ce Mmh. que tu expliquais très bien et je suis d'accord avec toi qu'il y a peut-être là l'une des plus grosses, hem bah, l'un des plus gros déséquilibres, l'une des plus mauvaises bases pour pouvoir vraiment rentrer dans une sèche et du coup perdre, le gras qu'on a au niveau du ventre. Ouais. Ouais, 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 ce qui parce que tu vois, le gras au niveau du ventre, c'est vraiment les derniers centimètres qui partent. Ouais, Donc j'ai envie de te dire, si tu réussi déjà à poser ces bases-là, mais qu'il te reste au niveau du gras au niveau du ventre parce que, voilà et que en gros la solution pour toi, ça va être d'apprendre à remonter un petit peu tes calories pour remonter ton NEAT et cetera. Bref, détails techniques, juste pour, aller chercher ce gras-là, mais que les fondations sont bonnes. En fait, c'est un problème très superficiel, tu vois? mmh, Ça va arriver, ça va arriver. C'est une question de juste, mettre la bonne stratégie en place, et de temps, tu vois? Là où c'est plus, compliqué, c'est quand tu veux t'attaquer à ça, alors que de base, tu es déjà dans un comportement de trouble alimentaire, tu vois? ouais. Et je sais que quand je dis trouble alimentaire, tu vois, ça réveille déjà, les gens ils se reconnaissent pas probablement de ah non, je suis pas de trouble alimentaire, tu vois. Ouais. Mais c'est bien ce truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est tous ces mécanismes de compensation qu'on a et qui sont très insidieux, dont on se rend pas compte, et de tout ce déni, ce non, je veux pas rentrer dans de la contrainte avec la bouffe, etc. parce que je veux kiffer, mais t'es déjà dans la contrainte. En fait, il y a que moi qui suis pas dans la contrainte, tu vois. Mmh. En tant que, je parle sportif, tu vois, du mec il est jamais dans la contrainte. Un sportif, il va jamais te dire qu'il a des problèmes avec la bouffe, tu vois. Il mange, il se fait plaisir, il kiffe, tu vois. Mmh. Pourtant, il a un physique, tu le regardes, t'es en mode: comment tu fais? Je comprends pas, je veux le même physique». Bah, je mange du riz, je mange des ah! Horrible, non! Ah, du riz, des brocolis! Non, comment tu fais? Le mec, il mais moi, je kiffe faire ça parce que j'apporte à mon corps de l'énergie constante depuis des années, je me prive pas et petit à petit, j'ai appris à dire: «Ouais, en fait, la bière, bof», tu vois? Et c'est des choses qui se mettent qui se font sur le long terme. Mais parce que, tu rentres pas dans ce truc de privation, tu vois? Et tu rentres pas dans ce truc justement de te dire, il faut que je contrôle, il faut que ce soit absolument parfaitement contrôlé». Ça arrive, une fois que les bases, elles sont saines. Tu Ouais. peux commencer à avoir du contrôle réellement sur ces choses-là, une fois que les bases sont saines et que tu as une relation saine à la nourriture, tu vois? Ouais, moi je pense que ça peut être intéressant de donner au final la définition, en tout cas moi la définition de terrain que j'ai des troubles du comportement alimentaire, parce que je m'étais pas intéressé à ça avant que je me rends compte que vraiment il y ait des gens qui soient troublés concrètement. Et du coup, moi la définition basée sur mon expérience, je sais même pas si j'ai déjà vu une seule fois la définition officielle, mais mon expérience et ma définition de terrain, c'est si je me pose des questions par rapport à ce que j'ai envie de manger, par rapport à mon niveau de faim, aux aliments vers lesquels et les plats vers lesquels j'ai envie d'aller. OK, c'est que là, j'ai pas une relation spontanée, naturelle à la nutrition et du coup, c'est que je suis dans une forme de contrôle, c'est que je suis dans une forme d'évitement, de compensation et cetera et là, forcément, bah, qui dit contrôle plutôt que naturel, spontané, dit trouble
du comportement originel, du comportement spontané, du comportement qui devrait se produire sans même qu'on y réfléchisse, en fait. Et Ouais, c'est normal qu'au bout d'un moment, ça j'ai envie de rassurer les gens, c'est normal qu'au bout d'un moment, il y ait eu, réflexion, questionnement, remise en question et autocontrainte si on n'était pas là où on avait envie d'être. Si, bah, voilà, on a du gras au niveau du ventre, c'est très bien de se dire: «OK, je vais faire quelque chose, je vais avancer». Ceci dit, ben, c'est là qu'en fait, ça fait une énorme différence entre y aller comme un bourrin ou y aller avec, ben, pas les bonnes connaissances et cetera et faire appel aux bonnes personnes. C'est que, bah, en fait, si on fait pas les choses bien dès le départ, ben, exactement comme tu l'as dit, on construit des mauvaises fondations et en fait, on s'en sort plus après. On est dans ce cercle vicieux de: je mmh, me prive, je me contrains, je compense. Ça crée le phénomène soit d'entretien de la masse grasse, soit voire même d'augmentation et du coup, ça devient ce cercle vicieux de, bah, je crois que ma croyance, c'est que j'en fais pas assez, je dois toujours plus me restreindre, toujours plus me contraindre, ce qui augmente le phénomène de compensation, augmente le cercle vicieux, alors que non. La première chose, même si ça fait peur et même si oui, comme tu le disais très bien, le poids risque de remonter un petit peu sur l'avance au début, il faut commencer par retrouver une relation saine à la nourriture où je psychote plus. Et ouais, à partir de là, comme tu le disais, il y a la base saine, la relation saine. Et là, c'est beaucoup plus facile de donner des orientations, de mettre en place une stratégie qui, du coup, sera plus une contrainte. L'expérience est complètement différente et du coup, bah, les résultats sont complètement différents aussi mmh, et je trouvais ça intéressant que tu disais que, bah, voilà, tu prenais l'exemple du brocoli parce que c'est on ne peut plus caricatural et moi personnellement, j'ai jamais pu manger ça. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de problème avec la bouffe, ben, si j'ai envie de manger du brocoli et moi ça m'arrive de temps en temps, d'ailleurs, je trouve que le brocoli c'est génial, mais j'en mange jamais quand j'ai pas envie et à chaque fois que j'en cuisine, bah, c'est parce que, ah, je sens que mon corps il en a envie. Bah, en fait, c'est là qu'en fait, il y a plus de stéréotypes dans la nutrition, il y a plus de trucs, à respecter type la nutrition du musculeux ou de machin. Non, c'est qu'en fait, la nutrition, c'est quelque chose de vivant qui, bah, effectivement, parfois pourrait donner l'impression que je mange, comme si j'étais un athlète professionnel parce qu'il y a pas d'alcool, il y a pas de ceci, il y a pas de cela et cetera. Alors que, bah, non, c'est juste la manière dont je mange aujourd'hui et peut-être que demain sera complètement différent et moi personnellement, c'est pour l'anecdote, il se trouve que depuis, quelques semaines, on n'en a jamais parlé de ça, mais, c'est l'occasion de te le dire, ça m'arrive d'ouvrir une bière de temps en temps. Alors qu'avant, mais j'avais jamais envie de ça et il s'est passé, j'imagine, un truc au niveau du goût de mon palais et cetera. Je découvre qu'à petite dose, la bière, il y a des moments précis où j'aime ça et en fait, ça m'a surpris la première fois parce que je me suis dit: «Mais j'ai envie d'un truc, un peu un peu âcre comme ça, genre le cidre, mais pas tout à fait le cidre» et en fait, j'ai mon proprio, je l'ai invité l'autre jour et je sais que lui, si je l'invite, je lui donne une bière, tu vois? Alors que il y avait jamais de bière dans mon frigo et du coup, j'ai acheté un pack de bière. Je me dis: «Bah, voilà, il y en a 6 mais bon, s'il vient, ou bien je lui en donnerai, je sais pas, bref, on verra» et vu qu'il y en avait genre deux trois dispo dans mon frigo, la fois où j'ai eu cette envie, je me suis dit: «Bah, si ça se trouve, c'est une bière dont j'ai envie, OK, je teste» et c'était exactement ça. Et du coup, alors que pendant des années, j'ai pas touché une goutte d'alcool pas parce que je me privais, mais j'en avais pas envie. Et ben aujourd'hui, OK, ça m'arrive de me faire une bière, c'est tout nouveau, mais voilà. Et du coup, voilà, c'est ça, je pense, c'est un super exemple pour dire que oui, j'ai peut-être été super sportif et ça a peut-être exacerbé des besoins au niveau nutrition, d'une nutrition vraiment clean. C'est vrai qu'il y a certainement un cercle vertueux par rapport à ça et en même temps, ça n'a jamais exclu de manger certaines choses et la bière, ça a jamais été un truc cheat meal ou quoi que ce soit. D'ailleurs, moi, je crois pas du tout au cheat meal, pour faire une parenthèse là-dessus. Je mange si j'ai envie de manger un truc gras, je mange un truc gras. Si j'ai envie de manger un truc sucré, je j'évite le sucre pur par rapport à l parce que ça flingue, l'indice glycémique, tout ça. Mais il y a des choses comme le sucre de coco qui sont très sucrées, qui ont un indice glycémique très, très bas. Bah, OK, je me fais une pâtisserie, maison avec du sucre de coco et j'ai l'impression de manger un truc super donc il y a jamais eu de privation, et c'est vrai qu'il y a plein de trucs et astuces à connaître par rapport à ça, mais on va pas rentrer là-dedans, on va rester sur
le fait de faire fission sur les idées reçues aujourd'hui. Mais voilà, j'avais envie de partager ces petites anecdotes aussi pour dire que, ben, parce qu'il y a jamais eu ou rarement eu de troubles du comportement alimentaire chez moi. D'ailleurs, les seuls qui se sont manifestés, c'est quand j'étais en compétition. Les premières compétitions de bah, j'en ai les premières et les dernières d'ailleurs, parce que j'en ai pas fait beaucoup. Mais il y avait un tel enjeu et je me mettais tellement la pression pour être sec sur scène que là, j'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire alors que jamais j'avais connu ça dans ma vie. Mmh. Mmh. Et du coup, voilà, je pense que ces quelques petits témoignages, ils peuvent être intéressants parce que, oui, c'est vrai qu'en tant que sportif, tu le disais, tu prenais un très bon exemple, ben, il y a très peu de chances qu'il y ait des troubles du comportement alimentaire parce que s'il y a du sport, plaisir, loisir et pas compétition, il y a pas d'enjeu. Il y a pas de raison de psychoter, il y a pas de raison de s'interdire, de rentrer dans la privation et cetera et du coup, ben, parce qu'il y a jamais ces interférences au niveau mental par rapport aux besoins physiologiques du corps, ben, la relation, elle est saine à la bouffe. Mmh. Tandis que moi, ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des enjeux, que ce soit pour la compétition, parce que moi j'ai fait pas mal de sportifs de haut niveau, que ce soit pour la perte de poids quand on n'y arrive pas et qu'il y a de la frustration par rapport à ça, alors là, boum, c'est là que ça devient, le bazar et qu'on rentre dans ce cercle vicieux dont on parlait, tout à l'heure. Ouais. Ouais, ouais, ouais. L'esprit est hyper créatif pour naviguer dans tout ça en essayant de se dire non, mais il n'y a pas de problème. Mais en fait, tu es constamment renvoyé au fait qu'il y a un problème parce que bah, à chaque fois, tu es en mode il faut que je perde du poids. Et tu sais, c'est. Comment dire? On a des symptômes qui nous montrent tous les jours qu'on a un problème. Et nous, on va faire du déni sur ça Ouais, constamment en se disant oui, mais non, gna, 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 gna. Et du coup, on va tester un truc. Dans cette optique, encore une fois, on a une relation malsaine à la bouffe. Du coup, on rentre dans une stratégie qui nous inspire parce que ah, j'aime bien la stratégie, elle change. On arrive au même résultat. Et après, on va sur une autre stratégie, shiny object, l'objet brillant. Ah, cette stratégie, elle est différente, celle-là elle va marcher, il y aura moins de frustration. Et au final, il y a de la frustration quand même, parce que la base part toujours du même point, qu'en fait, tu es déjà frustré. Tu vois. ouais, Et, euh, et ton esprit va te faire croire que tu l'es pas. ouais, Et c'est pour ça, moi, je pense que, en fait, faut se concentrer sur un truc très simple. C'est ton corps qui parle. C'est pas vraiment ton esprit, tu vois. Si tu dois te faire des repas de 5 6 000 calories, peut-être plusieurs fois par semaine, alors que t'as pas une dépense calorique de cette hauteur, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, il y a un truc qui, c'est psychologique en fait. Le ouais, seul truc qui fait qu'il y a une disruption, c'est ton esprit, tu vois. Parce que ton corps n'en a pas besoin de ces calories-là factuellement. ouais, Pourquoi il va chercher ces calories-là? Parce que tu as une relation à la bouffe qui est pas stable, tu vois. C'est simple. En soi, si on pouvait donner de la clarté, pour moi, elle serait là, tu vois. ouais. Et si aujourd'hui tu bouffes, juste amuse-toi à calculer la quantité de calories que tu fais sur un moment où tu te dis, allez, je profite. T'as 4000 cales, 4500, 5000 cales. T'en as brûlé peut-être 2500 dans la journée. Ah, ça dépend, j'abuse peut-être un peu plus, 3000, tu vois. Et Ah, encore, franchement, et encore, ouais, vraiment, ça va vraiment dépendre des gens. Et pourquoi t'as besoin d'aller chercher autant de calories? C'est ouais, bizarre. Ton corps, il en a pas besoin. Pourquoi tu y vas, tu vois? yes, Parce que, en fait, tu t'es pas rendu compte, mais il y a une semaine et demie, t'as mangé une pomme. Et en fait, c'est ça qui est hyper insidieux, c'est que ça a des répercussions sur 5, 6, 7 jours après. T'as oublié, toi, ta journée de ah oui, c'est vrai, la semaine dernière, j'ai jeûné. J'ai jeûné, mais j'ai jeûné avec un peu cette mentalité de culpabilité parce que j'avais un peu trop profité, tu vois. C'est pas juste j'ai yes, jeûné parce que j'avais envie de jeûner. Non, non, c'était jeûné par culpabilité, tu vois. ouais, Et ça, ton corps, ton esprit, il s'en souvient. Mais toi, consciemment, t'as oublié. ouais, Tu te retrouves dans ces trucs constamment, une semaine plus tard, ou, voilà, tous les X temps, de façon très régulière, voilà, j'ai besoin de profiter, j'ai besoin de calories, j'ai besoin de calories, j'ai besoin de calories, j'ai besoin de calories, alors que t'en as pas besoin factuellement. Donc, ouais, je pense que la clarté, elle est vraiment dans ce truc, déjà reconnaître que, ok, c'est vrai que j'ai peut-être une relation à la bouffe qui est compensatoire. À partir de là, me dire, ok, bon, bah, je vais manger. Je vais accepter de manger tous les jours et je vais m'interdire un seul jour où je mange
moins, où je mange pas un truc par culpabilité. Mmh. Et évidemment, ça veut dire y aller dans un bon état d'esprit. Si tu te dis tous les jours je vais me faire du McDo parce que c'est ce que je kiffe manger, c'est pas vrai, c'est parce que tu kiffes manger, c'est ton esprit qui dit encore une fois, t'es bloqué sur la frustration et du coup le seul truc pour toi de à peu près apprécier ta bouffe, c'est d'aller faire un McDo ou d'aller faire un resto. Mais c'est pas vrai, factuellement, t'as pas besoin de ça, tu vois. Donc ça veut dire y aller quand même dans l'état d'esprit de je vais manger, mais je vais manger relativement le plus propre possible. Oui, je vais peut-être me faire plaisir, je vais prendre un petit paquet de gâteaux et je vais pas culpabiliser sur ça, tu vois. Mais j'y vais quand même dans la mentalité de, voilà, je vais pas me faire un paquet de gâteaux tous les jours parce que ça n'a pas de sens. Et à partir de là, je pense sincèrement, si tu te forces à faire ça pendant un certain temps, tu décroches complètement de ton poids et tu fais ça vraiment plusieurs mois s'il faut. Peut-être tu vas pas voir ton physique bouger, mais tu vas vraiment voir ta relation à la bouffe bouger. Et au final, je pense que comme tu vas pas spécialement prendre de poids, tu vois, bah, en fait, tu vas dire, ah, c'est cool, je peux manger et mon corps, je deviens pas énorme, tu vois. Ouais, Et à partir de là, tu fais ta paix d'une certaine manière avec la bouffe, tu vois. ouais, Et si en plus de ça, tu vois que tu perds du poids, bah là, c'est game changer. En termes d'identité, tu vas être en mode, Waouh, ah oui, d'accord, ok, je peux manger et perdre du poids. ouais, Bizarre. ouais, Là, de suite, il y a un truc dans ton esprit, dans ton corps qui se passe où tu te dis, je suis dans une réalité différente, là. ouais, Je suis plus dans ce truc de frustration, là. Je me rends compte que je peux manger et je peux voir que mon corps n'en paie pas le prix, tu vois. ouais, Et à partir de là, là, t'as posé, on va dire, t'as passé le trouble alimentaire. Tu rentres dans un monde où tu peux commencer à te dire, ok, maintenant, bah, je vais rentrer dans un déficit calorique. Je vais aller chercher la perte de gras, tu vois. Je peux me remettre à regarder mon poids, etc. Et, euh, et là, ça se passe bien, tu vois. yes, je trouve ça super intéressant que tu sois allé vers ça dès le début parce que je suis en train de réaliser que les autres idées reçues, mythes, etc., qu'on va pouvoir maintenant aborder, ils auraient pu être contre-productifs si on n'avait pas parlé de ça en premier parce que ça aurait pu donner ce truc de nouveauté, de ah, je relance la machine, ah, je vais pouvoir me concentrer là-dessus, alors que la base, elle n'était pas saine. Mm. Donc maintenant que ça s'est posé, je pense que on peut parler du reste. Moi, j'ai envie d'aborder j'ai tellement vu, chacun des points. Allez, je vais faire par l'ordre que j'ai donné. On va parler peut-être même des choses les plus spécifiques par rapport, aux abdos. Les longues séries, ça fait sécher. Le cardio, ça affine. Alors, les longues séries, ça, c'est un mythe, mais complet. En fait, c'est basé sur l'idée que, OK, si je fais plus d'exercices là où j'ai envie de sécher, à ce moment-là, il va y avoir un impact plus important que sur des petites séries. Et du coup, ça parle d'un autre mythe, c'est la perte de gras localisée. Donc on va peut-être commencer par là. Il y a un gros amalgame entre la séance, qui est la stimulation sur le plan physiologique, et la récupération. Autrement dit, quand je suis en séance, j'utilise de l'énergie qui est présente dans mon muscle, oui, mais mon muscle, pour qu'il puisse fonctionner, il a des stocks énergétiques qui sont pas du tout du gras, qui sont ce qu'on appelle du glycogène, et donc une forme de glucides. Et grâce à ces stocks-là, ben, je peux me lever le matin, faire ma journée et pas m'écrouler tout d'un coup ou ne pas être, complètement enfin, sans aucune énergie. Anémique, on dit. Et du coup, pendant ma séance, ce qui se passe, c'est que je peux actionner mes muscles grâce à ces stocks qui sont dans mon muscle. Et du coup, ma masse grasse, elle a pas du tout changé et je peux même faire, une séance très longue, ça changera rien du tout. Par contre, quand j'arrive, ce qu'on appelle en contexte de récupération, donc OK, ma séance elle est finie, mon corps, ben, il cherche à refaire les stocks énergétiques dans mes muscles. Ah là, oui! S'il y a besoin d'aller chercher de l'énergie qu'il y a pas à travers la nutrition, là, bah, la seule disponibilité, c'est les réserves générales du corps, à savoir la matière grasse, pour aller refaire les réserves spécifiques comme les réserves du muscle. Donc, juste pour dire, planter les bases, donner cette clarté sur le fonctionnement physiologique du corps, c'est impossible
de perdre du gras de manière locale, on en avait parlé et voici la raison. Autrement dit, pour donner une image très claire, je peux faire une séance pendant 1 heure, je fais que des squats. Je peux faire une autre séance pendant 1 heure, je fais que des abdos. Et ben, i ma séance d'abdos ne m'aura pas du tout fait perdre plus de gras au niveau du ventre et il y a peut-être même plus de chances que la séance que de squat, elle ait un impact plus intéressant parce que le squat, c'est plus énergétique que les abdos et du coup, j'aurai plus de dépenses énergétiques dans ma séance de squat que dans ma séance d'abdos et du coup, au final, le fait de pas encore une fois focus sur mes abdos, de pas faire un blocage là-dessus, et ben, c'est ce qui m'aura sorti de mon cercle vicieux. Mmh. Donc ça, c'est la première chose que je voulais, débunker, c'est, donner cette clarté au niveau physiologique pour sortir de ce mythe de la, perte de gras localisée et du coup J'aimerais juste vas-y. ajouter un tout petit truc à ce niveau-là où, tu vois, on parle de la prise de perte de gras localisée. En fait, on peut pas choisir du coup l'endroit où on va perdre, mais par contre, c'est important de comprendre que d'un individu à l'autre, on va perdre du gras de façon localisée, mais purement lié à bah, notre génétique en quelque sorte. Ou typiquement, bah, on va perdre. Enfin, par exemple, il y en a, ils vont perdre dans le creux des jambes d'abord, tu vois. Ensuite, ils vont perdre au niveau des triceps ou du haut du dos, tu vois. Et c'est hyper différent d'un individu à l'autre. Le corps, il va avoir tendance à trouver un endroit où il va aller chercher du gras, il va prendre dans cette zone-là, ou il va prendre dans plusieurs zones en même temps, et ce sera totalement différent d'un individu à l'autre. Donc il y en a, ils peuvent perdre du ventre en premier, bon c'est très rare. Généralement le ventre et les poignées d'amour, c'est vraiment le dernier qui part. Mais en tout cas, voilà, ils distribuent vraiment d'un individu à l'autre de façon totalement différente. Et donc, bah, en soi, on n'a aucun contrôle là-dessus, mais il se peut en effet qu'on voit des zones séchées presque à l'œil nu, tu vois, euh, voilà, j'ai perdu au niveau des triceps, mais c'est pas parce que tu as fait des triceps, c'est juste parce que génétiquement, c'est là que ton corps est allé chercher, tu vois. Et je pense que c'est important du coup de bien capter ce truc. Euh, je sais pas si ça aide en soi, mais Ouais, je pense qu'effectivement, ça donne de la clarté sur, bah, encore une fois, la notion que je choisis pas là où je perds du gras et que moi, si j'ai choisi de ou si je veux perdre à un endroit spécifique, ben, c'est pas moi qui choisis, en fait. ouais, C'est mon corps qui va faire suivant ce qu'il est optimal pour lui et c'est vrai qu'il y a des différences interindividuelles, non seulement génétiques et j'ai observé, il y a un petit impact aussi du vécu. Par exemple, des gens qui ont fait un sport pendant très longtemps qui a pu impacter plutôt une moitié du corps que l'autre. Par exemple, beaucoup c'est rare, mais souvent c'est plutôt le bas du corps avec des sports, type endurance et cetera. Mais j'ai vu dans des rares cas des gens qui étaient très, très actifs sur le haut du corps, alors que la ceinture abdominale, ça tend à être le dernier élément et ben, c'est des gens qui pouvaient plutôt avoir tendance à perdre plutôt vers le bas du corps vers la fin, alors que c'est quasiment jamais le cas. Et il y a une raison très simple d'ailleurs pour laquelle, bah, on en parlait au premier épisode, systématiquement ou alors voilà dans 99 des cas, le ventre ce sera le dernier truc. C'est que, ben, le corps en fait, il a un fonctionnement, bah, c'est pas pour rien si les organes, ils sont, internes, ils sont au centre du corps et qu'à l'extérieur, il y a plutôt les membres et ce qui nous permet d'être actifs et cetera. C'est que, ben, ce qui permet de garder la vie et de faire fonctionner l'organisme, c'est au centre, c'est là où il y a le plus de enfin, c'est au carrefour, mais c'est là où ça peut être le mieux protégé aussi et cetera et du coup, bah, pareil pour le gras. On va d'abord consommer le gras vers les extrémités, là où il y en a le moins besoin et c'est le centre qui va perdre le dernier, d'où cette question des poignées d'amour et ou du ventre. Donc ceci étant clarifié, ben, oui, j'ai envie de revenir sur, cette notion de longue série. Heu, ce que je fasse, comment dire? Donc indépendamment de ce qu'on a déjà dit, la perte de gras localisée, ça n'existe pas et je choisis pas où je perds et donc c'est inutile de vouloir choisir mes exercices de séance en fonction de là où j'ai envie de sécher. Il y a aussi ce fait que je fasse 5, 7, 8 répétitions ou que j'en fasse 20, 30, il y a pas d'impact physiologique significatif. La muscu, c'est une dépense calorique limitée, même avec des charges lourdes, et du coup, c'est pas ça qui va peser dans, la balance calorique et qui va vraiment m'aider sur ma sèche, comme tu le disais au premier épisode avec la solution de marcher beaucoup plus. C'est beaucoup plus, ben, en fait, de la dépense calorique ou en tout cas de
de la dépense énergétique sur du plus long terme et surtout plus fréquemment pour que ça fasse une réelle, différence au quotidien, en plus des séances qui, pour moi, restent très importantes parce que, ben, il y a une grosse différence entre sécher et perdre du poids. C'est que quand je sèche, je perds de la masse grasse et ma masse musculaire reste plus ou moins la même, ma densité osseuse aussi. Quand je perds du poids, parce qu'il y a pas d'activité au niveau musculaire et tout ce qui sous-tend l'aspect hormonal et cetera, je vais perdre autant de la masse musculaire que, de la masse grasse et en plus parce que j'active pas mes muscles, il y a pas de tensions qui sont exercées sur mes os et du coup ma densité osseuse elle diminue aussi et c'est pour ça que chez les personnes de 50 voire 60 ans qui prennent du poids et qui essayent de, en perdre, qui font du yo-yo pendant plusieurs années, les phénomènes de fracture, ça arrive de manière inévitable. Pourquoi? Parce que, ben, OK, j'ai perdu 5 kilos, j'ai perdu du muscle et du gras, j'en ai repris 3, puis 5, puis même 6. OK, je me suis redit que là, il fallait vraiment que je sois drastique sur ma nutrition et que je repère et cetera et du coup, plus le temps avance, à chaque fois qu'il y a de la reprise, il y a de la reprise que de gras, tandis que quand il y a de la perte, il y a de la perte et de muscle et de gras et du coup, bah, les personnes ne se sentent pas forcément n'ont pas de visibilité là-dessus et le seul indicateur, ce serait le fait de se sentir affaiblir parce que les gens se sentent affaiblis, ils vont de moins en moins faire de l'exercice, ils ont de moins en moins confiance en eux, en leur capacité physique et cetera et c'est comme ça qu'on arrive à la fameuse fracture du col de l'utérus à 60 ans. Voilà, à partir de cet âge-là, ça commence à devenir très fréquent. Donc voilà, j'avais juste envie de donner de la clarté aussi sur le fait que les séances de muscu, c'est pas ça qui sera mon meilleur levier au niveau sèche, mais ça reste indispensable. Il y a aussi cette notion de, ben, plus j'ai du muscle, surtout si j'en ai pas beaucoup, ben, je vais en gagner vite et si j'en ai déjà une bonne quantité, bah, le fait de l'entretenir, ça va me donner des meilleures sécrétions hormonales, ça va améliorer mon métabolisme et ça va me permettre de continuer à dépenser beaucoup d'énergie et c'est notamment ce qui fait que, ben, si je mange plus, je vais pas prendre plus de poids. Parce qu'il y aura une demande qui est relative. C'est-à-dire que si mon muscle, il peut choper un peu plus d'énergie parce que là, je lui en donne un peu plus, il sera content de le faire et c'est ce qui fait que, ben, parfois quand on remange plus, notamment grâce à des séances de muscu, bah, on prend pas forcément du poids parce que il y avait une demande qui était sous-nourrie et si en plus, comme tu le disais dans le premier épisode, on ajoute avec de ça du cardio qui augmente, bah, il y a de grandes chances que même quand on a des très mauvaises bases comme on en a parlé, juste avant et bah, le gain de poids, il soit très limité, voire, pas très significatif. Voilà, tout ça va être opposé, voilà, j'ai un élément à ajouter sur le cardio pour, s'affiner, mais je te redonne la parole d'abord. Ouais, le phénomène dont tu as parlé là, avec le fait qu'on perd de la masse maigre, donc osseuse ou musculaire, et qu'on gagne du gras, moi j'appelle ça la décomposition corporelle. Ouais, c'est excellent, Le excellent. phénomène de décomposition corporelle où ouais, tu deviens de plus en plus faible et de plus en plus gras dans le temps. Et du coup, bah, c'est terrible. Et ça se fait de manière hyper Insidieuse. insidieuse et longue, parce que là, Ouais, on part sur l'échelle d'une vie, tu vois. Si ouais, tu fais ça de 20 à 60 ans, ouais, en fait, les conséquences à 60 ans, elles sont hyper importantes, vraiment. Et c'est là où tu fais une chute, tu te casses un truc. Après, c'est compliqué, enfin, ouais, c'est vraiment compliqué. Et moi, j'aime bien raisonner. Je me rends compte que, tu vois, avant, j'étais beaucoup dans ouais, la science, qu'est-ce qu'elle dit, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, ça reste assez simple et intuitif à partir du moment où tu réfléchis sur la notion de signaux. Quels signaux t'envoies au corps, tu vois? Euh, Quand t'envoies un signal, ça veut dire que derrière, il va y avoir une certaine réponse. Tu vois, si par exemple tu fais de la muscu, tu soulèves une charge de façon importante, euh, t'envoies un signal que, ok, il y a besoin de produire de la force. Donc, s'il y a besoin de produire de la force, forcément derrière, il va y avoir une demande énergétique, une demande d'adaptation vis-à-vis de ça. Le corps, tu vas pas lui dire, vas-y, je pousse une grosse barre, et le corps, il va dire, oh bah non, bah, je vais tout détruire. Bah non, il va se dire, ok, c'est-à-dire qu'il y en a besoin. Si tu l'as utilisé de cette manière-là, c'est qu'il y en a besoin. Donc moi, je vais faire en sorte de bah, m'assurer qu'on maintienne ces capacités-là, voire même qu'on soit un petit peu plus fort. Et, euh, et donc ça marche par exemple typiquement sur ce que tu disais sur la partie muscu, quand tu veux perdre du poids, etc. Tu envoies ces signaux de force pour maintenir
tes capacités actuelles, voire même les renforcer légèrement, ce qui va induire une demande en énergie, forcément, parce que rien ne se crée de nulle part, il y a besoin d'énergie pour créer quelque chose. Et donc, bah, voilà, même si en effet tu manges un petit peu plus, le corps, lui, tu lui as envoyé un signal qu'il avait besoin de se renforcer. Donc, il va utiliser de l'énergie pour ça. Et c'est exactement la même chose pour le cardio et l'intensité du cardio, qui est hyper contre-intuitive à ce niveau-là, parce que quand on se dit je veux faire du cardio, c'est quoi toujours, c'est toujours la même chose. Je vais courir. Souvent c'est ça, et où je vais faire tu sais, des séances HIIT super intenses de fou furieux. Tu vois. Et en soi, c'est bien de faire ça. Parce qu'il y a une vraie demande énergétique, il y a une vraie demande pour le corps où il va se dire, OK, là, j'ai besoin d'aller chercher. Mais en même temps, tu envoies quand même un signal très fort de, euh, de demande énergétique. Et donc, si tu as un énorme signal de demande énergétique, le corps, il va aussi appuyer sur le frein de l'autre côté. Ce qui va dire, oula, attends, il y a une grosse demande d'énergie, mais tu m'en apportes pas tant que ça à côté, tu vois. Et donc, c'est là où on peut rentrer dans ce cas de je fais beaucoup de cardio, mais beaucoup trop de cardio, et mon corps il répond plus à rien. Je perds plus de poids, je commence à être fatigué, épuisé, je me blesse, ouais, irrité. T'as tous les symptômes du déficit calorique puissance 10 parce que bah, en fait t'as envoyé un très gros signal de demande énergétique, mais à côté t'assumes pas cet apport-là. Alors que t'es gras. C'est ça qui est contre-intuitif aussi, c'est que tu te dis, ben, je pèse 100 kilos, le corps il a tout ce dont il a besoin s'il veut pour avoir l'énergie dont il a besoin. Mais Yes. lui, il va surtout regarder les signaux rentrants, à savoir, ok, tu fais rentrer beaucoup de cardio, mais tu fais pas rentrer beaucoup de bouffe. Donc même si j'ai du stock, pour moi, ben, je vais pas aller chercher dans le stock. C'est pas sain, c'est pas le signal, il est pas cohérent, tu vois. Si tu me demandes une grosse demande d'énergie, bah apporte-moi de l'énergie. Ouais. Apporte-la. Si tu l'apportes pas, le signal, il est décalé. Et ça, je pense que quand on commence à réfléchir comme ça sous forme de signal, on comprend un peu plus facilement comment fonctionne le corps et qu'en vrai, il n'y a rien de bien compliqué. Mais du coup, de ce truc de faire beaucoup de cardio, c'est ce qui va te faire perdre du poids, non. Tu vois, oui et non, c'est toujours pareil, c'est entre les deux. Ça peut très bien fonctionner au début, parce qu'en effet, il a beaucoup de stock, et t'en as encore relativement au début, tu manges quand même un petit peu, etc. Mais très vite, ça va s'arrêter tout ça, parce que le signal, il a été trop long sur beaucoup d'énergie demandée et pas beaucoup qui rentre. Et donc, au bout d'un moment, bah, ton corps, il trouve des moyens de compenser pour, voilà, il va réussir à te fournir l'énergie dont tu as besoin pour faire ton cardio mais il va aller la chercher d'une manière, voilà, soit dans le muscle, soit au final tu vas avoir l'impression que tu fournis autant d'efforts, mais en fait tu en fournis beaucoup moins parce qu'il s'est adapté sur toute la gestion, synchronisation des mouvements, nerveusement, etc. Il va envoyer les bons signaux au bon moment. En fait, il va faire plein d'adaptations complètement insidieuses dont tu te rends pas compte, qui font que pour la même quantité d'efforts, tu vas dépenser moins d'énergie. Voilà, et ainsi de suite. Plein de petites choses comme ça qui s'accumulent, qui font que bah, en fait, tu stagnes complètement voire même tu régresses, tu commences à prendre du gras, tu comprends pas, alors que tu manges moins, tu fais plus de cardio, etc. Et donc ce truc de le cardio, faire plus de cardio pour perdre plus de poids, faut faire attention à ça, parce que c'est pas vrai. Et encore une fois, réfléchir sous forme de signal, de signaux, je pense que ça aide à capter, ok, si j'envoie un très gros signal, bon, bah, ça veut dire qu'il faut aussi que je sois cohérent dans mon apport nutrition derrière, bah, il va falloir que j'accepte d'apporter plus d'énergie. Et ça ne veut Ouais. pas forcément dire que je vais prendre plus de poids. Au contraire, le corps, il va se dire, ah bon, bah, c'est cohérent, il m'a apporté de l'énergie, j'en ai dépensé beaucoup, j'ai du stock. Bon, bah, si tu continues de bouger comme ça, je vais laisser partir, tu vois, je vais utiliser mon stock. Yes. Et ça, c'est hyper contre-intuitif. Ouais. En fait, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis là, bah, il y a plusieurs choses, mais la première, c'est que il y a une notion, bah, déjà de système, on en a parlé et qui s'illustre très bien là, dans le sens où, heu, quelque chose qui marche, c'est contextuel. En tout cas, il y a besoin d'un écosystème avec ça. Comme par exemple, bah, si je fais toujours plus de cardio parce que je stagne dans ma perte de poids
et que du coup, je me dis: «OK, il faut que j'en rajoute et cetera». Ça a marché avant, il y a eu des super résultats. J'ai changé ma nutrition et j'ai fait de plus en plus de cardio et du coup, génial. Ben, exactement comme tu le dis, le corps se dit: «Ouh là», il freine des cas de fer en mode: «La dépense, elle est tellement grande, j'ai déjà perdu une quantité, si on continue comme ça, on va au casse-pipe». Mm. Ou en tout cas, c'est dangereux et du coup, ben, le corps s'adapte, pour assurer la survie. C'est toujours le même mécanisme qui a fait qu'on a perdu au début. Il s'est adapté au signal qu'on lui donnait, comme tu l'as très bien dit, mais un signal, en l'occurrence, qui devient excessif, ben, ça devient contre-productif. Alors que dans un contexte différent, par exemple, relance calorique, j'augmente le nombre de calories alors que je continue d'augmenter le cardio. Et ben là, OK, ça fait, complètement bouger la machine. Donc, là où je pense que les gens qui nous écoutent peuvent être perdus, c'est que, en fait, on peut pas faire une règle générale d'un truc qui est spécifique à un contexte. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de donner. Et puisque ça peut très vite devenir compliqué et que si on regarde le côté scientifique, on va trouver encore plus de facteurs avec des noms compliqués et cetera. Moi, ce que je trouve génial quand dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, au final, c'est très instinctif, potentiellement intuitif. Moi, pour moi, ça vient vraiment des tripes, donc je parle plutôt d'instinct. Hem et c'est une question de bon sens, effectivement, et c'est là que pour moi, il y a cette notion de corps allié et pas d'opposition avec le corps. Putain, mon corps, il fait pas ce que je veux, il résiste, j'ai le gras de mon ventre qui résiste alors que je fais et cetera et ça m'énerve et du coup, je vais essayer de l'avoir à son propre jeu. Je vais essayer non, 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 ça marche pas comme ça. Là, on va créer que de l'opposition, de la lutte, encore plus de contrôle, encore plus de tension, encore plus de stress et cetera. C'est le meilleur moyen de tout flinguer, comme on l'a vu avec les mauvais basiques, les mauvaises fondations au début de l'épisode et du coup, quand je reviens dans un mode: «OK, c'est quoi le signal que je donne en ce moment ou que je donnais depuis un certain temps?» Surtout ça. et du coup, ben, OK, ah, bah, finalement ça fait peut-être sens. Quand je regarde l'historique, quand je regarde la manière dont je me suis comporté avec moi-même, ma relation à ma bouffe, ma relation à mon corps, ah, le signal, il est peut-être pas si top que ça. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que, excuse-moi, je te coupe, mais Vas-y. c'est le signal, en fait, c'est hyper intuitif dans le corps, mais ça l'est pas dans l'esprit. Et vraiment, ce truc de comprendre que le signal, il est pas. Nous, on s'attend à. Je fais un truc, du coup, bah, le corps, il comprend immédiatement ce qui se passe. Mais en soi, oui. Mais c'est pas parce qu'il comprend immédiatement ce qui se passe qu'il met immédiatement les ressources en place par rapport à ça. Si tu lui demandes beaucoup, beaucoup d'énergie de suite, bon, bah, il va consommer cette énergie-là. Mais dans le temps, dans les peut-être 4, 5, 6 jours ou 7 jours, ou j'en sais rien, eh ben, il va se dire, OK, j'ai eu une énorme demande d'énergie, mais j'ai pas eu d'aliment. Enfin, j'ai pas eu l'alimentation en conséquence. Donc, pendant 6, 7 jours, petit à petit, il va ralentir la dépense. Et donc, ça veut dire que le signal que tu as envoyé au jour 1, au final, il est reçu, ou en tout cas, il est en application au jour 7. Et ça, dans l'esprit, c'est hyper contre-intuitif. C'est, je comprends pas, je fais plus là maintenant, ça devrait brûler plus. Oui, mais non, parce que les 7 derniers jours, il a fallu les 7 derniers jours au corps pour comprendre que ce que tu es en train de faire là, bah, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, c'est pas du tout ce qu'il veut. Du coup, t'en rajoutes, t'en rajoutes, t'en rajoutes, t'en rajoutes, t'en rajoutes, mais le corps, bah, lui, tu renforces juste son signal de OK, je vais encore plus bloquer, 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 bloquer. Et à chaque fois, c'est dans le futur en fait. Ce que tu fais Mmh. maintenant a un impact dans le futur, ça n'a pas un impact là de suite Ouais. tu disais sur le contexte de récupération et de tout ça, tu vois. Et donc je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vraiment ça. C'est intuitif dans le corps, mais pas du tout dans l'esprit. Yes et du coup, bah, on a là l'illustration du phénomène yo-yo et de la raison pour laquelle on vend des régimes et genre machin en 7 jours, en 14 jours, en 21 jours, machin et cetera. Bah oui, tu vas mettre un truc, qui fait un énorme stimuli au corps. Oui, ça peut, si tu en plus, c'est souvent, trop, donc ça implique de la contrainte et cetera et Mais donc ça va pour les gens qui arrivent à tenir Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que ça va super bien fonctionner parce que avant ce challenge, pendant 6 mois, t'as fait que bouffer. T'as ouais, pas bougé, t'as rien fait. Du coup, le signal, il est hyper fort pour le corps. ouais, Oh, mais là, tu peux faire ce que tu veux. Là, ouais. tu montes des escaliers, je perds 3 kilos.
Ouais, Tu vois. Et du coup, tu commences un challenge de 21 jours comme ça, mais tu perds 15 kilos, 15-20 kilos, ça va super vite, tu vois. Mais au bout des 15, des 21 jours, le signal, il a été complètement inverse. C'est ouais, rien bouffé là, donc maintenant, ouais, bah, j'arrête, je bloque, tu vois. ouais, ouais. Ouais, carrément. Et ça répond très bien à la frustration des gens de je veux du résultat maintenant, je comprends pas ce qui se passe, ça m'énerve et moi je veux que ça marche. Et du coup, ben, on en revient sur les mauvaises fondations de plutôt que d'installer quelque chose qui est durable et qui, oui, va forcément en synergie avec le corps et j'ai le temps de voir venir et c'est rassurant et je vois les fruits et si je stagne, bah, OK, je peux corriger et hop, ça repart. Non, là, on n'est plus du tout là-dedans. On est en fait dans toujours le mécanisme de survie. Je choque, il y a une grosse réponse au début, après ça bloque, j'essaye de rechoquer, il y a plus la réponse, je force, je machin et là, cercle vicieux, je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce. Donc moi, je pense que voilà, en fait, probablement à chacune des croyances qu'on aborde, il y a un moyen quelque part de revenir aux mauvaises fondations et du coup, pour moi, ça donne vraiment envie d'appuyer sur: «OK, est-ce que j'ai une relation saine à la bouffe et aussi à mon corps? Est-ce que, je suis suffisamment confiant et je maîtrise suffisamment ce qui se passe pour avoir la patience?» parce que si je suis pas confiant, je vais constamment douter et ça va me frustrer, ça va m'énerver, je vais perdre patience et cetera. Donc, bonne fondation, confiance, ça donne de la patience, bah, ça demande aussi de la clarté, hein, bien sûr, la confiance, elle vient de là. Je sais ce qui se passe, je sais ce qui va venir, je flippe pas, je m'affole pas, et cetera. Le processus en cours et même je crée du momentum au fur et à mesure du temps et tranquille, tout va bien. Mm. Donc, Et c'est ça qui est, moi je pense que c'est là où- où tu vois toute la puissance c'est toute la puissance d'un coach parce que un coach, pour moi, il fait pas des trucs de fou, tu vois. Moi, je considère pas que je fais des trucs de fou, hein. ouais, Mais c'est juste que je donne cette confiance à la personne. Et en fait, elle remet la responsabilité sur moi. Elle dit, ok, il sait ce qu'il fait, je l'écoute, et j'ai pas besoin de réfléchir à ces trucs-là. yes, Et du coup, bah, et en fait, elle est surprise de ce que je lui dis de faire. Elle dit, mais je comprends pas, ça je l'ai déjà fait, et ça fonctionnait pas. Tu vois. Ça fonctionnait, après ça fonctionnait plus. Je dis, ouais, ouais, parce que on fait rien de fou en fait. Juste, on s'assure de faire les trucs au bon moment, de la bonne manière, et de faire en sorte que t'aies pas de frustration. ouais, Et à partir du moment où on fait ça, bah en fait, ça coule, tu vois. Il y a pas de, j'ai pas besoin d'avoir un doctorat en diététique ou j'en sais rien, tu vois. ouais, C'est bidon, tous ces trucs, tu vois. ouais. Ouais, je pense que tu as résumé là peut-être le plus gros game changer, le plus gros la plus grosse différence que peut, obtenir concrètement une personne de d'avoir un coach, c'est qu'il y a cette décharge mentale de: «OK, c'est plus moi qui gère le truc, c'est moi qui fais et c'est moi qui ai les bénéfices, mais c'est plus moi qui tient la barre ou qui gère, et cetera» et du coup, le simple fait de décharger mentalement, bah, en fait, ça enlève tous les mécanismes de sabotage et bah, au final, forcément, du coup, ça marche derrière. Ouais. Moi, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je prends des coachs pour des choses que je sais faire. Je n'ai pas nécessairement besoin du coach, mais je sais que si j'ai un coach, j'ai des meilleurs résultats. Yes. Alors que je sais le faire. Ouais. C'est juste que, en fait, toute l'énergie que je vais passer à réfléchir, est-ce que ce que je fais là, c'est la bonne chose? Bah, mon coach, je lui remets la responsabilité dessus. Il me Ouais. dit, tu fais ça, ok, je fais ça. Et du coup, bah, ça marche toujours trop bien. J'ai toujours des super résultats alors que je fais les mêmes choses seul. Ouais. Mais c'est juste que je les fais, en fait, je les fais moins bien, tu vois. Ah. Je les fais moins bien parce que je suis tout le temps en train de réfléchir à ce que je fais, pourquoi je le fais, tu vois. Alors que le coach, il me dit, Mmh. ah, et je réfléchis plus. Mais aujourd'hui, je sais que la valeur, elle est pas tant dans les connaissances du coach. Enfin, je veux m'assurer qu'il sache faire le truc, tu vois, évidemment. Mais je m'attends pas à ce que ce soit un pionnier, tu vois. Je m'attends pas à Ouais. ce que ce soit. Non, juste, ok, il a prouvé qu'il était capable de le faire. Il sait que, voilà, je sais qu'il peut le faire. Je sais qu'il a la même méthodologie que moi pour travailler. Donc c'est cool, c'est parfait. Je veux juste que tu fasses ça, mais pour moi, Mmh. tu vois. Et je sais que je paye pour ça, OK. et pour cette décharge mentale. Ouais, Après, ouais. c'est moi, voilà, parce que j'ai aussi ce statut.
en quelque sorte cette expertise dans ce domaine-là. Donc, si t'as pas l'expertise, bah, du coup, tu payes aussi pour l'expertise. Mais, Ouais. mais dans mon cas, alors que j'ai l'expertise, je vois quand même dans la valeur dans le fait de payer un coach, tu vois. Juste Yes. l'aspect de décharge mentale. Juste ça, ça apporte de meilleurs résultats. Mmh. OK, je vais recentrer sur, la notion du cardio qui nous avait emmené dans tout ça. Du coup, vous l'aurez compris, notamment pour les femmes qui disent: «OK, je vais faire plus de cardio, ça va m'affiner». Le cardio seul, non. Ça marchera pendant un temps et du coup, ça donnera l'impression que, OK, c'est la solution, mais au bout d'un moment, ça va arrêter de fonctionner. La raison pour laquelle le cardio fonctionne dans la sèche, c'est que c'est un élément qui, combiné aux autres, on l'a vu, cycle, nutrition qui fait déficit calorique plus surplus quand il faut remonter, plus muscu qui stimule l'aspect hormonal, l'aspect musculaire et cetera, plus cardio qui effectivement permet de jouer sur le déficit calorique ou sur la remontée sans, faire remonter le poids en même temps que les calories. OK, là, on a un système qui fonctionne. Mais juste le cardio seul, non. C'est comme le déficit calorique seul, ça ne fera que, arriver à une impasse et c'est pas en faisant plus, 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 je vais juste me fatiguer, me frustrer plus, perdre confiance en moi, me croire que le problème, il vient de moi, que mon corps, il arrivera jamais, que mon gras, il persistera toujours et cetera et là, on commence à creuser sa tombe, c'est très mauvais. Hem, il y Et avait juste, vas-y. juste un tout petit truc sur ça. Ce que je pense qui est important, c'est le cardio, c'est pas sur le long terme. Enfin, comment dire? Tu n'auras pas des résultats directs long terme. Par contre, c'est très important d'en mettre sur le long terme. Ouais, Je parle notamment, là, il faut varier en termes d'intensité. Par exemple, les pas. En fait, comme on réfléchit par signal maintenant, tu vois, comme on réfléchit par cet aspect de j'envoie un signal au corps, ça veut dire que si j'envoie un signal de cardio à mon corps, il faut que je tienne ce signal dans le temps. Parce que ouais, sinon, le corps, il va lâcher, tu vois. Il va dire, si tu fais ça pendant un mois, ok, cool, j'ai perdu du poids pendant un mois et puis après j'arrête le cardio. Bah, le signal, du coup, après ça va être que tu fais plus de cardio. Donc le corps, il va dire, bon, bah, je fais plus de cardio, j'ai plus de dépenses énergétiques, enfin, j'en ai moins. Donc, je vais brûler moins d'énergie, tu vois, forcément, vu que tu as changé. Donc, il y a ce truc de si je mets en place du cardio, faut que je garde ce cardio dans le temps. Et donc, c'est très important de trouver son rythme là-dedans. yes. Et notamment le nombre de pas, tu vois, les pas, c'est très bien parce que c'est pas violent pour le corps. Mais en même temps, c'est un signal super long terme. Si tous les jours tu marches 10 15 000 pas, ben, en fait, le signal que tu envoies au corps sur le long terme, c'est que tous les jours, il s'attend à une dépense de 10 15 000 pas. Ouais, Donc ça va booster vers le haut ton métabolisme. Tu vois, il va se dire dans le temps, il va falloir que je sois en mesure de toujours apporter cette énergie-là. Donc je m'apprête à brûler cette énergie-là, tu vois. yes. Et pareil sur le cardio un peu plus intense, genre course à pied, genre machin, etc. Si t'en fais, fais-en pas beaucoup, un tout petit peu, mais que tu arrives à faire sur le long terme. Mmh. Donc si tu fais de la course à pied, bah déjà arrive à courir, je sais pas moi, 40 minutes par semaine si c'est un truc que tu peux faire, qui s'intègre bien dans ton quotidien, et fais-le toutes les semaines. Cherche pas à faire 1 heure, 2 heures, pas de suite. Fais juste 40 minutes pendant 5 6 mois, tu vois. Ouais, moi je fais même encore moins que ça, justement pour que l'incrément il soit naturel et que l'envie d'en faire plus, elle vienne spontanément, Ouais, plutôt que ce soit une injonction. C'est, je pars, si j'ai déjà réintégré la marche, je pars pour, un footing sans durée, sans distance. Juste, je sors de chez moi, je commence à courir et je vois ce que ça donne. Et si au bout de 10 minutes, bah, c'est bon, j'ai plus envie, j'ai envie de rentrer ou quoi que ce soit, déjà, je suis même pas obligé de rentrer en courant, je peux rentrer en marchant ou voilà. Et OK, si j'ai fait 10 minutes, très bien. J'essaie déjà d'acquérir ça, d'assimiler ça, de l'intégrer dans mon quotidien. Et quand 10 minutes, par semaine, c'est intégré, parce que, ben, peut-être je vais me donner 2 3 semaines et la deuxième semaine, ça va sauter, mais à partir de la troisième ça va commencer à s'intégrer et cetera. Et là, les gens, ils pourraient se dire: «Non, mais 10 minutes sur 3 semaines, c'est rien du tout» et cetera. Mais non! En fait, c'est pas ça qu'on fait. On commence par faire les fondations, encore une fois, et après, quand ça devient trop facile 10 minutes, bah, bien évidemment que j'ai envie de courir soit un petit peu plus vite, soit un peu plus longtemps, et cetera. Et là, ben, de 10 minutes, je passe à 15, à 20. Et puis, ben, quand, 15-20, parce que, par exemple, j'ai peut-être pas le temps de faire plus ce jour-là ou j'en sais rien,
ça va peut-être me donner l'appétence dans ma semaine d'en faire peut-être une deuxième fois, ou bien parce que, bah, en fait, je croyais que j'aimais pas le courir, mais en fait, je me rends compte que je kiffe ça quand je le fais à mon rythme, les bonnes sensations et cetera. Et là, pareil, on change la relation au corps, on met les bonnes fondations et ça change tout. Mmh. En fait, il suffit de moi, je crois que c'est ça qui est très puissant dans cette approche, naturelle, organique de, du ventre plat. C'est que si tout ce que je mets en place pour avancer, bah, déjà ça fonctionne, que c'est sur des bonnes bases comme tout ce qu'on explique là, mais qu'en plus je le fais parce que je kiffe, on en revient à ce qu'on disait sur la saison 1 au niveau des sensations, bah, en fait, j'ai même pas besoin de chercher de vouloir et encore moins de me forcer. Non, ça vient tout seul et même la progressivité, que ce soit le fait de tenir dans le temps, parce que tu le disais, c'est le fait de maintenir le cardio qui va faire, vraiment le plus gros levier pour ce facteur-là. Ben, non seulement la durabilité, la viabilité, elle est là, mais en plus, naturellement, il va y avoir une augmentation, soit parce que, bah, voilà, concrètement, si 10-15 000 pas, c'est devenu la norme dans mon quotidien, c'est devenu facile, je m'en rends même plus compte alors qu'au début c'était dur. Bah, Mmh. bien évidemment que si jamais je fais plus, bah, ça va être facile, ça va être accessible. Ou bien si, marcher ça me fait plus rien, bah, peut-être que je vais avoir envie de faire de temps en temps, je sais pas, des montées d'escalier ou un peu de dénivelé, de la rando ou bien effectivement courir. Parce que là, ça deviendra de la nouveauté, ça deviendra un peu plus stimulant, un peu plus intéressant, un peu plus quand c'est trop facile, il y a pas enfin, il y a pas d'intérêt. Non seulement c'est facile à intégrer dans le quotidien, mais en même temps, quand j'ai envie de faire quelque chose, bah, c'est plus ça vers ça que je me tourne. Je cherche quelque chose de nouveau et de plus stimulant, quoi. Mais c'est le corps qui appelle au mouvement. Carrément. Moi, c'est ça que je trouve fou. Tu vois, j'avais une formatrice à mon CQP. Elle a 50 ans par là, je crois. Et c'est une pile. C'est une pile. Elle s'arrête pas. Mais en fait, déjà dans sa façon de parler, de communiquer, dans sa façon de bouger, tout le temps hein, tu vois, un peu en train de se gratter des machins, je sens, mais elle doit avoir une dépense calorique dans la journée. Mais le truc, c'est que je sais pas si elle a toujours été comme ça parce que je la connais pas, mais je sais que ça fait au moins 20-30 ans qu'elle fait ça, tu vois. Et du coup, je suis en mode, ok, aujourd'hui à 50 ans, elle brûle plus de calories qu'un mec à 18 ans. Ouais. Euh, Parce qu'en fait, elle a tellement habitué son corps à ça, à bouger. Et aujourd'hui, c'est viscéral pour elle. Elle peut pas rester assise, en fait. C'est pas possible. Mmh. Son corps est en Mmh. mode, ah, il faut bouger, tu vois. Moi, je me suis rendu compte de ça sur le tard, quand j'ai commencé justement à faire du coaching sur bah, beaucoup la perte de poids, etc. Parce que je me rendais pas compte. Moi, à la base, je suis skinny, tu vois. Je galère à prendre du poids, mais on est pareil, je crois. Et, euh, et du coup, je comprenais pas, moi, comment ça, on n'arrive pas à perdre de poids, tu vois. Moi, c'est l'inverse, tu vois. Et puis, ben, je commence à coacher, etc. Et puis, je capte ces mécanismes. Et je regarde les pas qu'ils font, les gens. Et ils font 2-3 000 pas par jour. Et moi, par intérêt, tu vois, je me dis, bah, combien je fais, moi? J'étais à 15 000, entre 15 et 20 000, tous les jours, depuis 10 ans. Ouais. Enfin, j'abuse, mais parce que j'ai regardé sur les 2-3 dernières années. Mais bon, en vrai, si les 2-3 dernières années c'était ça, c'est comme ça depuis 10 ans, tu vois. Ça faisait déjà 2-3 ans que je marchais 15-20 000 pas par jour. Et je m'en rends Ouais. pas compte. Je m'en rends pas compte, tu vois. Et je suis en mode, ah, ok, je comprends pourquoi je galère à prendre du poids. Je fais que bouger. Je bouge tout le temps. Et donc ça, c'est un vrai truc qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas bouger et que tu vas intégrer ça dans ton quotidien, et ce que disait Arthur de ça fait partie de ça commence à faire partie de toi, ça devient facile. En fait, tu vas commencer à bouger plus parce que ton corps appelle à ça, tu vois. Et au bout d'un moment, bah tu te retrouves voilà, elle, je trouve c'est vraiment un exemple incroyable. 50 ans, ça se voit, elle pétille, elle brûle, tu vois, elle brûle de l'intérieur. Alors, vraiment, c'est un feu la nana quoi. Genre, je suis en mode waouh, ah ouais, OK, d'accord. Ouais, j'ai envie de dire attention, à certains extrêmes, je pense notamment à l'hyperactivité. Il y a des gens, ils peuvent pas rester tranquilles et ça peut devenir carrément un problème. Je pense que autant c'est important, que le corps puisse être en mouvement et dans la facilité, la fluidité, la simplicité, autant c'est important aussi de pouvoir vraiment se poser, se reposer, décharger et c'est l'alliance des 2 qui fait le meilleur combo. Oui, mais Maintenant là, j'ai donné l'exemple yes, de bah, ça c'est ça parce que je sentais que c'était. Après, c'est vrai, je la connais pas assez, mais je sentais quand même ce truc de. Putain, ça se voit, son corps, il veut qu'une chose, c'est brûler de l'énergie, tu vois.
OK. Et après, ça se tient parce qu'elle court énormément, hein. OK. J'ai pas précisé, mais c'est une runneuse de fou. Je sais pas combien de trucs elle fait, mais OK. elle court énormément. Elle bouge énormément. OK. Ouais, Et elle a on un a eu une leçon super parce que système énergétique, moi quoi. j'étais là, je fais putain, mais en fait, je me rends compte, je brûle pas autant d'énergie qu'elle. Je pense Ouais. sincèrement que peut-être pas parce que je suis plus massif, je suis plus grand, etc. Tu vois, mais j'étais quand même en mode waouh, genre là, là, ah ouais, en fait, je pourrais atteindre ce niveau-là de dépense, tu vois. Yes. Ouais. En tout cas, moi, un truc que je trouve très intéressant, c'est le fait de regarder le sens inverse aussi. C'est qu'une fois que je me suis, habitué tranquillement, progressivement avec le temps à bouger, bah, mettons ne serait-ce que 10 000 pas par jour, par exemple. Bah, après, rester derrière un écran toute la journée, ne pas bouger, ne pas sortir, ça devient impossible ou alors vraiment on sent qu'il y a un problème et Ouais, ça, c'est aussi un indicateur intéressant, parce que, bah, non seulement c'est un garde-fou quelque part, pour les personnes qui ont besoin de tenir cette activité dans la durée, ça devient naturel de bouger et ça devient plus naturel de ne pas bouger et ça, c'est un mécanisme aussi qui fait partie du cercle vertueux, bah, voilà, encore une fois, le corps il est câblé correctement donc à partir du moment où on va dans son sens, à ouais. partir du moment où on vit un mode de vie naturel, on ne peut que redevenir une force de la nature. Ouais, et puis en plus, le trouble alimentaire, t'en as pas là. Ouais. Parce que tu brûles tellement d'énergie que tu manges, quoi. Il faut que tu Oui manges. et puis tu te soucies pas du tout de: «Qu'est-ce que je suis en train de manger?» ou «Est-ce que je devrais Ah manger ci ou ça?» quoi. ouais, et puis Ouais, tu peux manger beaucoup, en fait. Tu peux ouais, manger beaucoup et ton poids bouge pas, tu vois. ouais, Moi, à 3000, je suis à 3000, ouais, 3500 calories et je suis quasiment un maintien, tu vois. ouais, Manger 3500 bonnes calories, ouais, pour moi, t'as pas de trouble alimentaire, ouais, hein. ouais. C'est ok, je mange moins, je galère presque à manger, tu vois. Bon, là, ça va, aujourd'hui, j'ai trouvé mon rythme, mais je veux dire, à ce stade, c'est plus, je suis obligé de manger moins presque parce que bah, ça devient une contrainte de manger plus, quoi. Ouais, Et, j'entends. et c'est ça la promesse finale, tu vois. Ouais, Et ça, c'est pas moi parce que génétiquement, je suis skinny, tu vois. C'est tout le monde en fait. C'est vraiment un truc que je me rends compte aujourd'hui. C'est même un mec qui est en surpoids aujourd'hui, il peut arriver à 3500 cales tous les jours yes, sans problème. C'est juste que ça va pas arriver demain, tu vois. C'est yes, peut-être dans 10, 15 ans, tu vois. ouais, Faut, faut capter ça aussi. carrément. Hem, je suis en train de regarder ce qui les croyances qui nous restent. À vrai dire, on a fait la 1re moitié. Un truc qui revient vraiment sur les abdos et que j'aimerais adresser, c'est si je vois pas mes abdos, c'est qu'ils sont pas développés. Ça, c'est un gros mythe, heu, parce que je l'ai mentionné simplement à l'épisode 1. Hem, les abdos, c'est des petits muscles. Ils ont pas un gros potentiel de croissance et aussi parce que ils sont essentiellement composés de fibres lentes. Les fibres lentes ont un faible potentiel de développement, d'hypertrophie et du coup, bah, en fait, pour donner un chiffre, moi je dirais grosso modo, je j'ai pas le chiffre exact, j'ai jamais fait d'études scientifiques là-dedans, mais par expérience de terrain, je dirais qu'un pratiquant naturel sans faire de muscu et d'exercice d'abdos, il est déjà à 70, allez, on va dire aux 3/4 pour arrondir, 75 de son développement maximum de ses abdos. Pourquoi? Parce que les abdos, même s'il y en a qui sont plus profonds, d'autres plus superficiels, c'est un muscle postural. C'est un muscle dont on a besoin tous les jours. C'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est des petits muscles et des fibres lentes et du coup, ils sont déjà développés. Ils ont pas attendu qu'on se mette à la muscu et faire des séries d'abdos. Et en plus, bah, ils ont pas ce potentiel de croissance comme d'autres muscles, biceps, dos, pecs, cuisses et cetera. Et du coup, bah, en fait, ça donne de la clarté sur le fait que, OK, si mes muscles, pour n'importe quel athlète, même ceux qui ont des super tablettes de chocolat, tout ce que je veux, bah, en fait, ils étaient déjà à 75 de leur développement maximum et ils ont gagné que 25, ce qui peut faire une différence significative, mais ça en change pas du tout au tout. Bah, c'est bien qu'en fait, le programme
le problème ou en tout cas le facteur, c'est le gras qui recouvre mes muscles abdominaux. C'est pas le fait que j'ai un manque de muscles abdominaux ou alors le manque, il est quasiment, enfin, il est très peu significatif et du coup, bah, on en revient toujours à ce dont on a parlé et comme quoi c'est cohérent. On n'invente pas des trucs. J'ai besoin d'emmener mon processus de sèche jusqu'au bout, jusqu'à ces dernières zones de stockage de masse grasse que sont généralement la sangle abdominale et donc le ventre, la fameuse brioche ou les poignées d'amour et là, bah, en fait, c'est pas une question de est-ce que j'ai beaucoup d'abdos ou pas. Moi, j'ai entraîné, c'était plus dans la remise en forme, des gens à qui j'ai jamais fait faire des abdos, à part des trucs de base type gainage et cetera pour que, bah, voilà, ils aient un physique équilibré. Enfin, en tout cas fonctionnel et du coup, c'était même pas des exercices de gainage classiques, c'était simplement faire des exos type squat et cetera, où il y a besoin d'un gainage et du coup, ils se développent aussi en même temps que les gens progressent sur ces exercices-là et du coup, en n'ayant jamais fait un seul exercice d'abdominaux type crunch ou je sais pas quoi et ben, une fois que la sèche était terminée, ils avaient des supers abdos. Bah, voilà, ça, je pense que ça donne de la clarté sur le fait qu'en fait, non, c'est pas, le fait de faire des abdos, des abdos, des abdos qui va me faire apparaître mes abdos comme par magie. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe Ouais, non. physiologiquement. Si je mange plus ou plus calorique, je vais reprendre du poids hors de question. Bah, ça, on en a déjà pas mal parlé. Ouais. Et peut-être le dernier truc à aborder, c'est cette notion de on a pareil, c'était un peu implicite dans ce qu'on a dit déjà. Il y a des bons et des mauvais aliments et du coup, bah, par exemple, il y a des gens qui vont se dire: «Ouh là là, il faut surtout pas que je mange des lipides parce que c'est de la matière grasse et du coup, ça va me donner encore plus de gras alors que je cherche à en perdre». Et il y a des gens qui disent: «Ah bah non, les glucides, faut surtout pas que je mange parce que ça donne de l'énergie, mais du coup, si je dépense pas cette énergie, je vais, la stocker» et encore plus si, par exemple, les gens qui commencent à psychoter, se dire: «Mais du coup, si je mange des glucides le soir, Oui. bah, en fait, je vais aller dormir après et du coup, je vais stocker, mais ça va pas du tout». Il y a des gens qui sont même tentés de soit manger très peu le soir et ils vont se coucher la faim au ventre. Alors ça, c'est terrible, ça dézingue, le système. Voire même des gens qui essayent de pas manger le soir. Alors là, c'est n'importe quoi. Ouais, parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont prendre du gras parce qu'il n'est pas dépensé, l'énergie n'est pas dépensée dans la nuit. Ouais et ça revient sur les fondations, enfin, je te laisse la parole là-dessus, mais je pense que autant c'est une idée reçue en soi qui alimente les mauvaises fondations et c'est intéressant de le traiter, de manière particulière et de donner de la clarté sur le fait qu'en réalité, non, il y a aucun mauvais aliment. Moi, je dirais juste qu'il y a des aliments qui sont riches en vitamines et minéraux et d'autres qui sont pauvres, qui sont juste, ce qu'on appelle des calories vides. Mais au-delà de cette distinction, il n'y a pas de bons ou mauvais aliments, et que le meilleur moyen de priver le corps dont justement ce dont il a besoin, ce qui va lui permettre de fonctionner de manière optimale, y compris de perdre du poids, bah, c'est de commencer à catégoriser, de se dire: «OK, il faudrait que je mange ça, c'est très bien, il faut surtout pas que je mange ça, ça va pas du tout, quoi». Bah, en fait, là, je suis d'accord avec toi. D'un point de vue perte de poids pur, ou gestion du poids, il n'y a pas forcément d'aliments sains ou malsains, puisque au final, c'est qu'une question de calories. Maintenant, va y avoir quand même une notion de volume alimentaire qui est importante, qui est directement liée à l'aliment que tu manges, parce que si tu prends un fromage, un camembert, tu as 600 calories dedans, ou un petit peu moins, je sais plus, 500, admettons. Tu as 500 calories dans un camembert. Le camembert, tu le manges, t'as pas vraiment l'impression d'avoir mangé, tu vois. Yes. Par contre, tu te prends une salade de 500 calories, tu as deux, trois fois le volume de ton camembert. Et donc, bah, ça a un impact direct en soi sur, derrière la gestion de ton alimentation, le choix des aliments que tu vas faire. Mais en eux-mêmes, 500 calories de salade ou 500 calories de camembert, c'est la même chose, que ce soit qu'il y ait des lipides, beaucoup de lipides, ou beaucoup d'autres choses, tu vois. Donc, de ce point de vue-là, je suis d'accord. Euh, et il y a quand même. Alors, pour moi, ça, c'est une autre couche de l'oignon qui est pas forcément intéressante quand on a pour optique de perdre du poids, mais qui, selon moi, il l'est vraiment en termes de santé. C'est qu'il y a des aliments qui sont clairement mauvais en termes de santé, tu vois. Et ça, pour moi, il n'y a pas de débat. Par exemple, les graisses, tu vois, ces mauvaises graisses, des graisses transformées, des graisses. Je sais plus le mot. Non, tu sais, les huiles raffinées, etc. Ça, c'est. Moi, je suis prêt à mettre mon doigt à couper que tu as des causes de cancer juste à cause de ça. Tu vois.
Yes. Ça, c'est des trucs personnellement, avec lesquels je rigole de moins en moins, tu vois. Ouais. Pareil, tu vois, tu parlais de bière, etc. C'est pas mauvais en soi, mais les quantités, la récurrence, ça défonce ton microbiote. Et tu vois, tous ces trucs-là, c'est fait qu'il y a des aliments qui sont extrêmement, je pense, nocifs pour la santé, même si en effet, tu peux perdre du poids ou tu peux avoir une composition corporelle qui est tout à fait bonne, mais tu manges des aliments qui sont extrêmement nocifs. Mais ça, c'est une couche différente de la partie juste pure perte de poids, tu vois. Voilà. Yes, je Euh, pense que c'est effectivement important d'ouvrir cette parenthèse que, bah, bon, déjà pour nous en tant que professionnels, ça fait la différence et c'est vrai que, c'était réducteur, de dire que, bah, voilà, il y a des aliments, type calories vides parce qu'ils sont pas nourrissants pour l'organisme, ils n'ont pas de vitamines et minéraux et il y en a d'autres qui sont riches. À vrai dire, bien évidemment que si, je vais manger un hamburger McDo, le nombre de bah, déjà la très mauvaise qualité des ingrédients fait qu'effectivement, il peut y avoir du nocif pour mon organisme. Moi, je pense, typiquement à la viande, voilà, un animal qui a souffert toute sa vie. Je connais pas les études là-dessus, mais en tout cas, moi, j'ai déjà fait le test en termes de goût, en termes de saveur et pour moi, c'est déjà super parlant que, bah, là, il y a un jour et la nuit entre, bah, d'où vient, en fait, la matière première, là, en l'occurrence, la viande et bah, toutes les toxines dont elle peut être, aussi, chargée, tous les antibiotiques, qu'on fout dans hmm. les animaux d'élevage parce que, bah, bien évidemment, ils sont dans des conditions tellement déplorables que jamais ils pourraient, comment dire? Croître naturellement et du coup, ils croissent enfin, ils se développent de manière, dopée et cetera. Enfin bref, pareil pour les céréales et les problématiques modernes du gluten et cetera qu'il y avait pas avant, qui n'existaient pas avant donc effectivement, et les graisses, aussi, enfin les beaucoup de produits de synthèse, on pourrait moi je enfin bref, sans rentrer dans les détails, c'est vrai que tous les aliments ne se valent pas. Maintenant pour, des gens qui, mangent des produits de qualité ou globalement de qualité, c'est vrai que pour la question pure, c'est ce que je voulais dire au début, pour la question pure de, enfin perdre ma graisse abdominale, le premier facteur à considérer, c'est, heu, bah, que, dans des aliments de qualité, je peux manger tout ce que je veux et encore une fois, pour revenir au premier exemple qu'on a donné, plus je me donne la liberté de manger ce que j'ai envie de manger, ben, plus je vais naturellement aller et donner à mon corps ce dont il a besoin et là, je vais être dans le cercle vertueux. Par opposition à, si encore une fois je repose le cadre des aliments, de bonne qualité, ben, je diabolise certains et je mets sur un piédestal d'autres, bah, là je crée un biais cognitif qui va faire que je vais interférer avec, ce que mon corps appelle à manger, dont il a naturellement besoin et là je flingue l'équation et là c'est voilà, c'est la raison pour laquelle j'avais envie de débunker cette idée reçue. Ouais, et pour ajouter deux choses à ce niveau-là, tu vois, j'entends souvent, ouais, je mange bien. Je mange bien, je mange bio, ok, tu manges bien, mais tu manges beaucoup peut-être. Et du coup, bah en fait, au final, ça reste une histoire de calories, tu vois. Si tu manges beaucoup de bonne bouffe, ça reste que c'est beaucoup trop par rapport à ta dépense calorique et donc tu prends du Carrément. poids. Et il y a plein de gens, je pense, ils se font piéger par ça et ils se disent, ouais, mais je mange bien, je mange, voilà, je mange des assiettes, je mange que des bons produits, que des bons machins. Mais au final, ils mangent beaucoup trop de calories par rapport à leurs dépenses, tu vois. Et donc, ils comprennent pas pourquoi ils perdent pas de poids. Mais là, c'est pas la qualité de l'aliment en soi le problème, c'est juste la quantité de calories. Donc ça, je pense que c'est un vrai, ça rentre vraiment dans dans le sujet en lui-même de ce que tu disais, le bon ou le mauvais aliment, que tu manges beaucoup de bons ou beaucoup de mauvais aliments, si le total calorique c'est le même, ça va rien changer, tu t'auras pas ton ventre plat. Et un autre point que je voulais mettre en avant, c'était celui que tu disais au début sur, tu vois, fait de manger des glucides le soir, ou même de tout simplement manger le soir. Des choses comme ça. Ah, mais c'est pas une bonne chose parce que du coup, je vais pas brûler dans la nuit. Ou les glucides, ça fait stocker, tout ce genre de trucs. Pour moi, on essaie de mettre des choses trop complexes, encore une fois, sur quelque chose qui est très simple. C'est quel est le signal que tu renvoies. On a compris maintenant, je pense, grâce à cet épisode, que
le corps il réagit pas immédiatement à ce que tu fais. Il réagit au signal que tu envoies. Donc si tu manges le soir, heu, en fait, que tu brûles des calories ou pas dans la nuit, ça va rien changer pour le corps. Il va pas faire de différence. Lui, ce qu'il va voir, c'est est-ce que dans ton si dans le signal que tu envoies, c'est, il y a trop d'énergie par rapport à ce dont il a besoin, ou voilà, ou ce genre de choses. Et du coup, c'est pas vraiment, est-ce que je mange un truc spécifique le soir, qui, que. Par contre, si tu manges le soir et que tu arrives pas à dormir parce que tu es en pleine digestion, bon, bah, là, oui, mange pas le soir, tu vois? Et c'est encore une fois, c'est intuitif, c'est simple, il y a pas besoin quand moi mes clients me demandent: «Est-ce que je peux manger le soir?» Je fais: «Bah, est-ce que tu arrives à t'endormir?» «Oui». «Bon, bah, mange». J'ai un pote, il mange à 18h, il dort pas avant minuit, tu vois? Hein. Du coup, bah, il mange plus le soir. Ou il s'est trouvé un truc, il doit marcher, 20 minutes après avoir mangé pour avoir le temps de digérer. Enfin, tu vois? On est tous différents et Yes. mais ça n'a rien à voir avec le fait de perdre du ventre ou ce genre de choses. Carrément, et d'autant plus que moi, le problème que je vois très souvent se produire, et je pense que c'est important de donner de la clarté par rapport à ça, sur les gens qui se disent: «Oh là là, les glucides, c'est pas bon et surtout, ben, j'ai pas besoin d'énergie le soir». Les glucides, c'est la matière première qui permet de sécréter les calmants au niveau du système nerveux, notamment sérotonine et GABA au niveau des neurotransmetteurs, et du coup, sans rentrer dans des choses qui, voilà, sont peut-être pas intéressantes ou très complexes pour beaucoup de gens, si je donne pas la matière première à mon système nerveux de sécréter des calmants, ou en tout cas, bah, voilà, qui vont me mettre dans un déficit de calmants sur long terme, je vais encore déjà, je vais commencer par mal dormir parce que j'aurai de la difficulté à calmer mon système nerveux pour entrer dans un état de sommeil. Je vais rester en état d'éveil, je serai plus souvent stressé, et aussi par rapport à tout simplement le mécanisme de perte de poids, bah, ça va m'agiter encore plus, ça va me faire psychoter encore plus. Parce que je serai plus stressé, je serai moins confiant, et cetera, donc vraiment, je pense que, cette notion de, le corps, il va naturellement vers les bons aliments pour lui, physiologiquement, hein. On Mmh. parle pas de la compensation dont on parlait au début parce qu'il y a des mauvaises bases et je mange pour, voilà, compensation, et au final pour un aspect plutôt psychosomatique, psycho-émotionnel que physiologique. Non, je parle au niveau physiologique. Quand j'ai faim de quelque chose, c'est de ça dont mon corps a besoin, et du coup, c'est là que j'ai pas besoin de me poser la question de: «Ah, est-ce que plutôt lipides? Est-ce que plutôt glucides?» On parlera dans l'épisode prochain des différents systèmes de manière, pratico-pratique, qui permettent de créer un déficit calorique. Est-ce que justement on joue sur les glucides, on joue sur les lipides, on joue rarement sur les protéines, mais bref, sur lequel des 2 on joue? Est-ce qu'on fait des mix, et cetera? Mais dans un premier temps, dans ce fait de s'éloigner des idées reçues pour avoir des bonnes bases et pouvoir vraiment bosser ensuite et évoluer, et du coup avoir ce ventre plat ou dessiné. Moi, je me dis: «C'est super important de respecter le fonctionnement naturel, de respecter la faim et les attirances physiologiques, naturelles, instinctives», et du coup de pas me poser la question de: «OK, est-ce que je mange plus ou moins de glucides ou de lipides ce soir ou ce midi ou ce matin?» Non, comme tu le disais, c'est un signal, le corps il a son fonctionnement, et moi personnellement, le truc, un témoignage que je pense qui peut être intéressant pour les gens qui sont pas des professionnels à entendre ici, c'est que plus j'ai été loin, précis, poussé, expert dans les connaissances que j'ai acquises, plus ça n'a fait que justifier le fonctionnement naturel et instinctif du corps. C'est pour ça que j'ai choisi, enfin, on était très intéressés tous les 2 de nommer ce podcast «Force de la nature». C'est que on est déjà câblés correctement, c'est une question d'arrêter d'interférer plutôt que, et en plus, même quand on cherche à interférer avec des connaissances très poussées, ces connaissances, elles restent limitées et on finit toujours par être dépassé, moi-même en tant qu'expert sur le sujet. Raison pour laquelle, que ce soit pour la per enfin la ré le l'efficacité, le taux de résultat, la rapidité des résultats, peu importe quel facteur on prend sur, l'évolution, je me suis rendu compte que ça a toujours été bénéfique de faire confiance au corps et de respecter le fonctionnement instinctif, et de pas commencer à se dire: «Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien», cette approche derrière, scientifique. En fait, ce qui se cache derrière ce mot approche scientifique, c'est souvent une approche, hem, où on psychote, où on interfère, où on fait pas confiance à son corps et on le remet en cause, on le remet en doute, on on finit par, s'opposer à lui plutôt que de fonctionner, comme un allié, comme, voilà, une cohésion, un duo, et c'est là que ça merde, quoi.
Ouais, de fou. Mais tu vois, ça revient de plus en plus aujourd'hui, je trouve, ce côté où les gens, ils ont enfin compris, bah, je vais écouter mon corps, tu vois. Même sur les gènes, les machins. Ah, j'ai mal, je vais voir un médecin, il me dit que j'ai rien. Bah, t'as mal quand même, tu vois. Donc écoute ton corps. Et Carrément. ah, j'ai mal à l'épaule, tu vas voir un réflexologue, il dit oui, c'est parce que il faut appuyer dans un endroit du pied. Non, j'ai mal à l'épaule. Écoute ton corps, va pas voir, Mmh. va pas, voilà, cherche pas à complexifier un truc qui est simple. Mmh. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc qu'on fait trop avec notre corps. On complexifie des trucs qui sont simples, quoi, qui sont intuitifs à la base, et on essaie de mettre de la conscience et du cerveau là-dessus, alors que, bah oui, c'est hyper important de comprendre, etc. Mais il faut aussi en comprendre les limites, quoi, et de pas Mmh. se dire, ah, mais parce que on a dit que c'était ça, je vais ignorer complètement le feedback que mon corps me donne. J'ai envie d'une pomme. Ah ben non, moi je vais aller manger un autre truc. Bah, mange une pomme. Peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas capté qui fait que tu as besoin d'une pomme et que t'as pas besoin d'autre chose, tu vois. Mmh. Et ça, bah, c'est ouais, c'est pour ça qu'on a appelé force de la nature, parce que bah, malgré tous les principes, tous les systèmes, c'est ton corps qui parle avant tout, quoi. Carrément. Bah, c'est lui le sujet, donc c'est lui le centre, en fait. C'est Et lui qui a les clés. n'importe qui, moi, tu vois, un professionnel qui me dit comment je dois faire, ou qui me dit que ce que je ressens, c'est pas forcément un bon feedback, je m'en méfie. Tu vois? Parce que aussi j'ai confiance dans mes feedbacks, hein. Faut aussi voir, il y a des personnes qui vont renvoyer des trucs, ouais, mais je pense que, alors que c'est juste, ils sont hyper émotionnels et ils s'écoutent pas vraiment, mais ils ont plein de mécanismes, tu vois, enfin de Oui, compensation. psychote, ouais. Ils psychotent, ouais, voilà. Euh, donc c'est différent, hein. Je mets bien ça du différent, mais moi qui ai aujourd'hui confiance dans les feedbacks que mon corps renvoie, si j'ai un professionnel qui contredit ça, il peut avoir tous les PhD du monde, je vais être en mode tranquille, tu vois. Je vais peut-être écouter d'abord peut-être que j'ai tort, hein, je dis pas que j'ai raison, mais je vais quand même préférer m'écouter moi avant d'écouter un truc où tu me dis que mon ressenti n'est pas bon, tu vois. Je m'en méfie moi maintenant aujourd'hui. Yes, carrément, et moi, ça, c'est un truc que j'aurais aimé entendre plus jeune. Je me rappelle, plus jeune, les médecins, tout ça, étaient mis sur des piédestaux et enfin, en tout cas, les gens faisaient ça autour de moi et du coup, bah, moi, enfant, j'ai fait la même chose et cetera et je me suis rendu compte qu'en fait, derrière leur blouse blanche ou leur, doctorat ou que sais-je, il y a plein de professionnels de santé qui non seulement souvent, n'avaient pas les connaissances sur un sujet précis pour lequel j'allais voir, parce que moi j'ai été éduqué sans aller voir le médecin, c'est genre: «OK, ton système immunitaire il va faire l'affaire, tu as pas besoin de médoc» et il y avait du bon dans ça. Mais du coup, à chaque fois que je suis allé voir des professionnels de santé, c'était pour un truc très, très précis, très vraiment complexe et cetera et en fait, vu que les médecins ne savent pas dire: «Je sais pas», et ben, en fait, ils disent un truc mais à côté de la plaque et quand on est patient, on sait pas, en fait. Et ça m'a pris des années pour me rendre compte exactement ce que tu dis. Mon corps, il a raison et un professionnel qui ne sait pas, faire avec la vérité et la réalité de mon corps et de mes ressentis, c'est quelqu'un qui part dans la mauvaise direction dès le début et ça peut rien donner de bon. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai l'exemple d'un client là, il y a pas longtemps. Il avait mal au dos. Alors, il a une hernie, etc. Il allait voir un chirurgien. Et chirurgien, donc chirurgien quand même, tu vois. Je sais pas combien, 10 12 ans d'études. Voilà, tu vois. Et le chirurgien, il lui dit, oh là là, je t'opère dans la semaine. Ouais. Le client, oula, ah, je sais pas là, non, non, je le sens pas. Et il va voir un autre chir qui lui dit, ah oui, non, mais non, non, mais ça, c'est ok, il faut pas vous opérer avant au moins quelques années, vous êtes trop jeune encore pour ça. Deux professionnels, deux avis complètement différents. Bah, il a Ouais. choisi le professionnel qui résonnait le plus avec lui, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un exemple, mais je sais pas combien on en retrouve sur les réseaux de gens comme ça, que ce soit bah, des chirurgiens, des médecins, des gens des fois qui sont hyper qualifiés, tu vois. Ouais. Et, mais au final, ils se sont complètement trompés. Et attention, hein, je dis pas que du coup les médecins, faut pas leur faire confiance, loin de là. Ouais. Mais il y a quand même ce truc d'une vérité organique
est-ce que tu résonnes vraiment avec ce qu'on te renvoie, tu vois? Ouais. Est-ce que vraiment tu as envie de ce truc en toi, tu vois? Enfin, quand je dis en toi, que ce soit une opération, un médicament, un traitement ou quoi que ce soit, est-ce que tu ressens vraiment que tu as besoin de ça? Et si c'est pas le cas, bah peut-être commencer par t'écouter toi avant de vouloir écouter une autorité extérieure. Ouais, et pour refermer la parenthèse là-dessus, moi j'ai juste envie de glisser que, la corruption, c'est pas les big pharma, les gros lobbies et cetera. Moi, je donne l'exemple de, mes dents de sagesse. J'ai réalisé quelques années après, qu'un dentiste m'ait extrait, bah, voilà 2 de mes dents de sagesse, qu'en fait, il y avait aucun problème, mais juste parce que, bah, c'était une opération assez coûteuse et qu'en plus elle était remboursée par la sécu. En fait, il s'est fait un gros billet très facilement et on parle même pas des chirurgiens parce que le coût des opérations, de la chirurgie, enfin, en fait, moi, je crois qu'il y a une réelle corruption chez les professionnels de santé dont personne ne parle, qui est très sous-estimée alors qu'elle est très présente, mais c'est un autre sujet, ça pourrait être Là, très polémique, donc je m'arrête là. Moi, le mot de la fin que j'ai envie de dire, c'est euh, s'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est que si t'as pas encore ton ventre plat ou ton ventre dessiné, c'est pas que tu fais pas assez d'efforts, c'est pas que t'es pas suffisamment engagé par rapport à ton objectif, c'est pas que t'as pas ce qu'il faut, c'est pas que tu manques d'une qualité de non, heu et en plus, si tu prends le temps d'écouter ce podcast, c'est que vraiment, tu as envie de comprendre et tu es engagé, tu cherches des solutions donc tu fais tout très bien. La seule chose qui manquait, c'est la clarté qu'on a fait de notre mieux pour te donner et du coup les bonnes infos et du coup, voilà, savoir en fait comment ton corps il fonctionne indépendamment de ce que tu as pu te mettre dans la tête ou croire ou que ce que les gens t'ont mis dans la tête et du coup, il suffit que, ben, comme on l'a dit, soit tu te décharges sur un professionnel qui lui a cette clarté, s'il est compétent bien sûr, soit en fait, ben, que maintenant tu mettes en action cette, clarté avec tout ce qu'on a donné dans l'épisode 1 et c'est impossible de pas avoir un ventre plat ou dessiné. En tout cas, moi je connais pas une seule personne qui est venue me voir et qui, avec cette clarté, parce que moi j'aime bien être pédagogique et même si je fais pour les gens, j'aime bien qu'ils sachent pourquoi ils font les choses et cetera. Et avec les solutions qu'on a données dans l'épisode 1 et celles qu'on donnera dans l'épisode 3 qui vient, bientôt sur voilà le système global derrière les solutions qu'on a données, c'est impossible. Moi personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'est pas arrivé à sortir ses abdos en faisant ça. Parce qu'encore une fois, le problème c'est pas le manque d'efforts. Les efforts, ils sont déjà là, c'est dans quelle direction, tu t'investis. mm, rien à ajouter. Top, et ben, on se retrouve, très bientôt. Nous, on enregistre dans 2 semaines, le prochain épisode sur c'est quoi le système du coup qui va te donner la vision à 360°, la vision globale, et la combinaison des différentes solutions qu'on a données dans le premier épisode, qu'on a reprises un peu aujourd'hui avec, bah, aussi cette clarté qui a émergé de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, dis-nous, comment ça se passe dans les commentaires. Ciao, ciao. Salut. Mmh.